Avant de commencer ce nouvel épisode, j'aimerais prendre un moment pour vous parler d'un podcast que j'aime beaucoup. Il s'appelle « De vraie vie ». Anastasia le présente comme le podcast des voyageuses qui osent. Elle reçoit, pour des entretiens qui ressemblent à des conversations entre amis, des femmes qui un jour se sont lancées. Certaines ont lâché une situation confortable, d'autres changé de métier. Toutes l'ont fait à travers les voyages. Si vous me suivez régulièrement, vous le savez maintenant, j'adore voyager. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je suis à Auckland en Nouvelle-Zélande où je suis venue m'installer en famille il y a quelques mois. L'expérience m'a montré, et me montre encore, que les voyages ont une vertu thérapeutique. Aller vers l'inconnu, sortir de sa zone de confort, se confronter à de nouvelles cultures, on en apprend parfois plus en quelques semaines sur les routes qu'en plusieurs années de thérapie. Les femmes inspirantes que vous entendrez dans De vraies vies en sont un bel exemple. Voilà pourquoi je vous engage vraiment à écouter ces conversations avec des voyageuses qui osent. Mais pour le moment, place à l'épisode du jour sur la petite voix. 9 mois après la naissance de mon aîné, j'ai fait une grosse dépression que j'avais du mal à nommer dépression. Pour moi, les personnes qui faisaient de la dépression n'étaient que des personnes folles. Et c'était une image que je ne voulais surtout pas avoir. Parce que moi, j'étais toujours partante pour tout, avec une image toujours très très dynamique. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Ce dimanche 3 mai, on célébrait la Journée internationale du rire. Autant dire que cette année, elle est vraiment la bienvenue. On dit qu'un bon rire vaut un steak, n'en déplaise aux végétariens. En réalité, c'est bien plus que cela. Réduction du stress, renforcement du système immunitaire, augmentation de la confiance en soi, c'est tout cela, et même plus, qu'offre le rire. Valérie Devigne, mon invitée du jour, est rigologue et sophrologue. Avec son grand sourire et ses yeux pétillants, elle prend le rire très au sérieux. Pourtant, elle n'a pas toujours eu envie de rire. Sujette à des phases de dépression pendant de longues années, elle a réussi à surpasser son mal-être. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré la rigologie, un vrai révélateur. Un révélateur qui l'a reconnectée à sa joie intérieure et à elle-même, tout simplement. Je suis ravie de vous proposer cet épisode à un moment où nous en avons bien besoin. Un épisode avec de la douceur, de la lumière et bien sûr, du rire. Ne ratez pas d'ailleurs la petite surprise que nous vous avons réservée à la fin de l'épisode. Avec Valérie, nous allons parler de dépression qui fait honte, d'un deuil douloureux, du goût de la transmission et du besoin de rire, même en entreprise. Bonjour Valérie, bienvenue dans La Petite Voix. Merci, bonjour Herveline. Je vais commencer par vous demander de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît. Je m'appelle Valérie Devigne, je suis rigologue et sophrologue, j'ai 49 ans et je suis installée au cœur du Beaujolais à Villiers-Morgon. Donc ensemble, Valérie, on va parler d'une discipline dont juste le nom me semble formidable, on va parler de rigologie. C'est le métier que vous pratiquez depuis un certain nombre d'années, vous allez nous en parler. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on va voir combien derrière ce qui peut nous paraître très léger, le rire, finalement, il se joue des choses bien plus profondes. Mais avant de parler de rigologie, moi, j'aimerais savoir comment votre vie vous a emmené à ce métier-là. J'imagine qu'après votre bac, vous n'êtes pas dit « Allez, je passe mon diplôme de rigologue ». Et certainement, vous avez pris une autre voie
Laquelle était-ce? Alors, j'ai décidé de faire après mon bac un DUT de gestion. Après ce DUT, j'ai fait un DECF et puis ensuite j'ai eu envie d'arrêter cette filière et j'ai trouvé un poste d'aide comptable que j'ai gardé environ 1 an, puis j'ai changé, je suis devenue assistante de gestion avec des responsabilités qui, à mon sens, étaient un peu trop importantes pour l'âge que j'avais et sans doute la personnalité que j'avais à l'époque. Quel âge aviez-vous? J'avais 22 ans, 23 ans. Donc je me trouvais un peu trop jeune. Enfin bon, quelque chose ne me convenait pas. J'ai décidé suite à un événement familial difficile, j'ai décidé de me former au métier de viticultrice. Ah, donc rien à voir avec la compta. Rien à voir avec la compta. Mes parents étaient viticulteurs, toujours en activité, et j'avais envie de les aider. Donc cette envie de les aider m'a conduit à faire cette formation sur 9 mois. C'était vraiment une formation à plein temps. Donc ce qui tombait bien, c'est que de toute façon, vous ne vous sentiez pas super à votre place dans ce métier de comptabilité. Donc là, changement radical, oui. Et vous revenez un peu aux sources et à la terre dans l'entreprise familiale de viticulture. Voilà, c'est ça. Donc avant de revenir à la terre et avant de travailler sur l'exploitation familiale, donc j'ai fait cette formation où je me suis vraiment éclatée. J'ai adoré. Voilà. C'est 8 ou 9 mois de formation. J'étais enceinte à l'époque de mon aîné. Et donc après cette formation, je me suis installée avec mes parents sur le domaine familial en tant que salariée pour les aider. Assez rapidement quand même, je me suis rendu compte que peut-être le contact me manquait. Il y avait quelque chose qui me correspondait pas trop. Je sentais pas forcément ma place non plus ici. Et 9 mois après, j'étais toujours salariée sur l'exploitation. 9 mois après la naissance de mon aîné, j'ai fait une grosse dépression que j'avais du mal à nommer dépression. Voilà, Parce que vous ne l'avez pas acceptée comme telle? Non, je ne l'acceptais pas comme telle. Donc, il y avait un profond mal-être, mais dont vous ne parliez pas? C'était un peu la maladie honteuse pour moi. Parce que moi, j'étais toujours partante pour tout, avec une image toujours très, très dynamique. Alors, c'était sans doute à l'époque une image extérieure très dynamique. À l'intérieur, il y avait sans doute une profonde souffrance que je n'ai jamais exprimée. Liée au décès de mon frère que je n'avais jamais sans doute digéré quelques années avant. Cette dépression, pour moi, les personnes qui faisaient de la dépression n'étaient que des personnes folles et c'était une image que je ne voulais surtout pas avoir. D'ailleurs, j'ai tellement refusé longtemps cette image de dépression que malgré la dépression, pour que personne ne voie que je déprimais, j'étais toujours en train de marcher de façon très très dynamique pour ne rien laisser paraître, ce qui me demandait encore plus d'énergie. Et oui. Et puis je suis remontée, je suis très bien remontée après cette dépression. Comment avez-vous réussi du coup, avec quels outils? Est-ce que vous en avez parlé, je sais pas, avec un médecin ou... Oui, alors j'ai été sous antidépresseurs, j'ai fait une thérapie, tout ça m'a beaucoup aidée. Quand même. Oui, je suis remontée, je m'en suis sortie comme ça. En combien de temps? En plusieurs mois. Voilà. Malgré tout, je suis restée sur l'exploitation. Les années ont passé. Ce que j'ai oublié de dire, en fait, c'est que après la première dépression que j'ai connue pour mon fils aîné, je me suis posé des questions sur mon travail sur l'exploitation. Parce que il y avait quelque chose, avec mes parents ça se passait très bien, mais il y avait quelque chose qui me manquait professionnellement, peut-être intimement, je sais pas. Et puis j'avais sans doute un peu trop l'impression de travailler aussi dans l'ombre de mon frère qu'on avait perdu quelques années avant et qui était lui viticulteur. Voilà, je pense que j'ai eu envie à un moment donné de faire comme si j'avais la capacité de le remplacer. Or, on remplace personne. Voilà. Donc ça m'a été très compliqué, mais il m'a fallu des années pour comprendre tout ça. C'est grave, je les ai comprises et c'est chouette. Après ma première dépression, j'ai contacté en fait le directeur du centre de formation où j'avais fait ma formation pour lui demander s'il avait pas connaissance d'un poste peut-être à mi-temps sur une autre exploitation viticole qui m'aurait permis en fait de compléter l'activité que je faisais chez mes parents. Et puis pour me donner un peu plus d'ouverture aussi, un peu plus de contact à l'extérieur et regagner en confiance. Le directeur de l'époque en fait ne m'a pas proposé d'autres postes sur d'autres entreprises viticoles, mais il m'a proposé un poste de formatrice. Alors donner des cours, je trouvais ça très chouette. Je l'avais déjà fait quand j'étais étudiante. J'aimais beaucoup. Moi, j'ai toujours été beaucoup dans la transmission. C'est quelque chose que j'aime, qui m'apporte beaucoup et qui apporte aux autres du coup. Donc je suis devenue enseignante vacataire. J'allais là-bas dans ce centre de formation que pour donner mes cours. J'en repartais, ce qui me permettait du coup de trouver aussi un équilibre entre donner des cours
et travailler sur l'exploitation familiale. Est-ce que là, vous commenciez à trouver votre place, Oui. cette fameuse question dont Oui. on parle depuis tout à l'heure? Voilà, je commençais à trouver ma place et je regagnais énormément confiance. J'ai eu ensuite mon deuxième fils, 3 ans après, et quelques mois après sa naissance, de nouveau, j'étais en dépression. Comme pour le Après. premier, en fait, ça vient pas immédiatement Pas après immédiatement. la naissance, mais en revanche, c'est quand même lié à l'arrivée Oui. d'un enfant. Voilà, lié à l'arrivée d'un enfant. Et peut-être lié aussi au fait que j'avais toujours cette envie d'image de femme dynamique, énergique. Je voulais aussi un peu tout avaler en termes de travail. Donc, je me trouvais maman de 2 enfants, un papa qui était très pris par son travail. Donc, malgré tout, je voulais continuer à travailler sur l'exploitation viticole, donner mes cours, élever correctement mes 2 fils, enfin nos 2 fils. Voilà, c'était toujours du beaucoup. Et peut-être que les dépressions que j'ai faites après la naissance de mon deuxième fils étaient aussi des formes de burn-out, c'est-à-dire aussi peut-être physiques, mais sans doute beaucoup émotionnelles. Parce que je crois que j'avais toujours pas digéré le décès de mon frère. Voilà, c'était toujours à l'intérieur, je l'avais jamais exprimé, j'en parlais pas. Et d'ailleurs, ça ne ressortait que pour mes dépressions. Mais est-ce que lors de la thérapie dont vous avez parlé, la première thérapie, est-ce qu'elle vous avait aidé dans ce chemin de deuil? Oui, j'avais posé quelques mots, mais j'avais pas forcément fait mon travail complet. Vous n'étiez pas allé au bout. Voilà. Et du coup, la dépression s'est rappelée à vous. Oui, exactement. Donc ensuite, de façon pas récurrente, j'ai eu plusieurs années sans faire de dépression, mais quand même à des moments de ma vie où on me demandait plus de travail, plus de réflexion, j'avais cette tendance à ne pas être très très bien. Mais ça pouvait être au point de ne pas sortir de mon lit tellement j'étais mal à certaines périodes de ma vie. Alors ça durait pas, hein, mais ça pouvait durer quand même peut-être un mois où j'étais pas bien du tout quand même. Donc ça prenait quelle forme? Il y a cette idée de se dire le matin, en fait, quand on ouvre les yeux, on se sent déjà accablé. C'est ça, accablé par tout et par rien en fait, c'est-à-dire sans doute lié aussi à une très très grande fatigue physique. Avec toutes ces années de recul, moi j'ai quand même compris cet équilibre qu'on a entre la tête et le corps. Quand le corps va bien, la tête suit et inversement. Donc moi le fait de me poser 50 millions de questions qui n'étaient même pas existentielles, ça vient de la dépression, mon corps n'en pouvait plus, il était fatigué. Il y avait une espèce de surchauffe en fait. Oui. Oui. En fait, en vous écoutant, je me dis, il y a comme un espèce de mal-être sous-jacent qui était là, que vous arriviez la plupart du temps à mettre un peu sous le tapis, mais enfin, ça finissait malgré tout par ressortir, voilà, par vagues. Mais à ce moment-là, vous n'étiez pas encore tout à fait prête. Parce que je crois que j'arrivais aussi à sortir de cette dépression à chaque fois en me retrouvant un petit os à rogner, un projet à mener. J'étais pas forcément très bien, mais malgré tout, avec ma force de caractère, j'arrivais à rebondir. Et les années ont passé, j'ai eu mon 3e fils. De nouveau, je crois que j'ai fait encore une petite dépression derrière, après la naissance, lors d'une profonde dépression. J'en avais un peu assez parce que je sentais bien qu'au fond de moi, il y avait quand même cette joie intérieure. J'ai toujours été quelqu'un de joyeux et malgré tout, de temps en temps, je sombrais quoi dans cette dépression. J'avais des vagues, voilà. Un jour, donc lors d'une dépression, j'ai regardé sur Google, sur le net, comment se guérir par le rire. Parce que j'en avais un peu entendu parler. Et j'ai trouvé un club de rire tout proche de chez moi. J'étais étonnée, à quelques kilomètres. Et tellement j'étais fatiguée par ma dépression, c'est ma sœur qui, ce jour-là, m'a emmenée à ce cours qu'on appelait à l'époque Yoga du Rire. Et ça a été une révélation. C'est-à-dire que je suis sortie de ce cours après 1 heure et demie de Yoga du Rire avec une animatrice exceptionnelle. J'avais l'impression d'être guérie complètement de ma dépression. Mais il fallait faire attention parce que j'aurais été presque prête à arrêter mes antidépresseurs. Puisque j'ai toujours été contre ce traitement, je me disais, ça y est, maintenant t'as plus besoin de rien. Et j'ai continué à pratiquer. Bien sûr, je n'ai pas arrêté mes traitements. Et j'ai pratiqué régulièrement, toutes les semaines à l'époque. Et j'ai bien senti que plus je pratiquais, mieux je me sentais. Et il y a autre chose que je trouve vraiment chouette dans votre témoignage par rapport à ces épisodes dépressifs, c'est que vous nous le dites, et je pense que c'est vrai pour chacun, chacune. En fait, on a toujours au fond de soi une toute petite lueur, aussi petite soit-elle, mais présente. Et vous parlez de joie. Et ça, je trouve ça formidable. Et c'est ça finalement auquel vous êtes raccroché quand vous êtes allé vers le yoga du rire la première fois. Oui, c'est ça. Et comme ça correspondait beaucoup à ma nature profonde. Je pense que le fait d'aller dans ces groupes de yoga du rire me permettait justement, le temps de la séance, d'enlever ce voile de tristesse. Mais malheureusement, après la vie reprenant son cours, le voile revenait quoi. Parce que cette joie, elle a toujours été au fond. Alors parfois, elle a été beaucoup moins présente, mais quand même, elle était là. Et cette petite voix où
où c'est important de toujours croire en soi. Mais pour continuer à croire en soi, quand on est en dépression, on a aussi besoin de thérapeutes, de notre environnement. C'est important d'être entouré, d'avoir une famille, des amis, des voisins, des contacts, même pas trop nombreux, parce que quand on est vraiment au fond, ces personnes-là nous tendent la main. Alors bien sûr qu'on est libre ou pas de la saisir. Et moi, comme j'ai eu à chaque fois envie de sortir du trou, et définitivement entre guillemets, je me suis dit là, ma grande, tu vas faire quelque chose. Donc vous découvrez le yoga du rire qui est, on sent une espèce de bouffée d'air formidable dans ce tableau parfois un peu plus sombre. Comment vous continuez à cheminer et comment vous cheminez pour vous dire en fait j'ai envie de me lancer dans cette activité comme rigologue? Alors j'ai pratiqué donc plusieurs années. Je sentais bien que c'était quand même une activité qui me correspondait et j'ai posé la question à l'animatrice du club de rire. Je lui ai demandé comment elle s'était formée. Donc elle me l'a expliqué, je suis allée avec une copine en formation 2 jours seulement sur Paris, où on a bien ri avec la copine, c'était génial. Je suis rentrée, je ne me sentais pas d'animer un club de rire, même en plus de mon travail. Donc j'ai eu envie de creuser. Et c'est là où, tout en étant enseignante, j'ai pu me former à la rigologie, qui est une technique qui est encore plus complète que le yoga du rire, puisqu'elle englobe le yoga du rire et la sophrologie ludique. C'est une technique, pour faire court, psychocorporel de développement du bonheur. Donc on en revient toujours à ce lien essentiel entre le corps et l'esprit. Oui, et avec une grande partie de libération émotionnelle, de gestion des émotions. Parce que rire, c'est très chouette, mais quand on a des émotions qui reviennent le lendemain, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est toute cette partie rigologie, sophrologie ludique, mêlée au yoga du rire, un peu de technique de relaxation, qui nous permettent au quotidien de mieux gérer nos émotions, pour peut-être rire encore plus fort à la séance suivante. Mais du coup, comment à ce moment-là vous vous sentez personnellement par rapport à ces épisodes dépressifs? Est-ce que ces vagues se font encore parfois présentes? Oui, mais beaucoup plus légères. Et ça, vous l'expliquez par le yoga du rire? Oui, par le yoga du rire, la rigologie. Et pourquoi j'ai décidé d'en faire mon métier? Parce qu'il y a eu 2 raisons. Parce que je sentais vraiment que profondément, c'était un métier qui me correspondait. Parce qu'il m'avait énormément aidée dans mes dépressions. J'avais envie de transmettre. Place. Il y avait cette idée, la question de la place dont on parle depuis le début. Là, elle était nette. Oui. Et puis, cette idée de transmettre et d'en faire profiter les personnes qui en avaient besoin. Voilà. Donc ça, mon côté prof, enseignante était là. Et pourquoi aussi j'ai décidé de faire ce métier? C'est parce que j'ai perdu mon poste aussi d'enseignante, ce qui m'a permis de terminer mes formations en rigologie, en sophrologie ludique, et j'ai poussé jusqu'à l'expertise en rigologie. Waouh, c'est chic. Donc je suis rigologue experte, ça fait beaucoup sourire les professionnels parfois quand je me présente. J'ai juste une question par rapport à cette formation. Elle a duré combien de temps? Elle a pris quelle forme? C'était du plein temps? Pas du tout. Temps partiel? Non, pas du tout du plein temps. C'était des cycles de semaines. D'accord. Voilà, c'était plusieurs semaines de formation, mais espacées. Et c'était important d'avoir cet espace, en fait, sur les différents degrés, pour ce temps d'intégration. Parce qu'on nous transmet des choses, c'est bien, ok. D'ailleurs, on rentre de formation, il faut surtout pas prendre de décision dans les 3 jours, parce que on révolutionnerait le monde entier. Donc, pas de décision, il nous le disait bien, à l'école où je m'étais formée, qui est l'École internationale du rire et du bonheur. Waouh. Ensuite, j'ai fait une formation complémentaire pour être rigologue experte, et j'ai soutenu un mémoire pour être rigologue experte suite à des heures de rigologie que je proposais en entreprise. Et ce mémoire reprenait les bienfaits du rire, de la technique plus large que le rire, qui est la rigologie, sur le personnel. Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cette bascule vers vraiment la rigologie, cette formation? Eh bien, j'avais environ 40 ans. D'accord, une belle crise de la quarantaine alors? Oui, une belle crise de la quarantaine, c'est vrai. Donc à partir de là, vous vous lancez ici dans le Beaujolais et vous proposez des ateliers de rigologie pour les particuliers, pour les entreprises. Ça prend quelle forme alors? Pour les particuliers, je propose des ateliers sous forme d'abonnement. Ça, c'est une première proposition. J'ai des personnes qui viennent pratiquer la rigologie tous les 15 jours ou bien quand elles en ont envie. Certaines personnes viennent pendant 1 an, pendant 2 ans, parce qu'à ce moment-là de leur vie, elles ont besoin de remettre du rire dans leur vie, de mieux gérer leurs émotions. Donc voilà, les particuliers, je leur propose ce type d'abonnement. Mais aujourd'hui, j'ai aussi des personnes qui viennent à moi pour une animation occasionnelle, pour une animation de vie de jeune fille,
pour que les personnes passent un beau moment de lâcher prise par le rire et la bonne humeur pendant 1 heure, 1 heure et demie, pour ensuite continuer leur journée tous ensemble, tout ensemble. Donc je crée des rires, j'invente des rires, des exercices, des jeux. Parce que je crois que la rigologie m'a rendue beaucoup plus créative. Cette partie de ce cerveau qui était sans doute peu développée chez moi, j'ai toujours été très, très mathématique, très cartésienne. Alors je garde ce côté matheux, ce côté comptable, mais ce côté créatif, c'est une révélation. Côté créatif, côté intuition aussi, oui, des choses. Cette petite voix, justement, dont on parlait, qui nous guide parfois vers des choses. Et c'est sympathique. Et vous faites également des ateliers pour les entreprises? Oui. Alors, les entreprises me contactent soit pour préserver le sourire de leurs équipes, en amenant justement toutes ces techniques de mieux-être, de lâcher prise, de gestion du stress, soit pour ce côté brise-glace, icebreaker, ludique, en début de séminaire par exemple. J'arrive comme la petite boule de bonne humeur, toujours avec beaucoup de respect et bienveillance, vers ce sourire, ce rire, ces échanges de sourire et de rire, pour terminer ensuite par un temps de relaxation. Et j'aimerais maintenant qu'on parle de la rigologie. En quoi cette thérapie par le rire est-elle si puissante? Eh bien, c'est d'abord physique. C'est-à-dire que quand on arrive à rire, à se reconnecter à son rire naturel, on recontacte vraiment notre rire d'enfant. Et c'est mécanique, c'est-à-dire qu'on a le mouvement, on a le diaphragme qui vient masser nos viscères, qui vient masser tout notre abdomen, voilà, le ventre. Ce ventre qui contient un système digestif, on sait bien que ce système digestif, parfois il est un peu contrarié par des nouvelles que l'on n'a pas digérées, par des situations qui ne nous conviennent pas. Finalement, c'est pour ça que quand on sort d'une séance de rigologie, on se sent un peu vidé, parce qu'on a lâché un paquet d'émotions, et c'est pas grave. Nous, on n'est pas psychologue, on garde notre place, on ne va pas analyser pourquoi. Donc on fait attention, on est formé par contre à cette psychologie positive. Cette psychologie qui nous fait mettre l'accent sur ce qui va bien. Là, à ce moment présent, si jamais je ne vais pas bien, j'essaye, pour aller au mieux, de repenser peut-être à un souvenir positif ou à quelque chose qui va se passer quand même dans la journée qui sera positif pour être vraiment heureux. Moi, je pense que le vrai bonheur, c'est tous ces petits bonheurs quotidiens dont on va prendre conscience. Dont on prend conscience. Et dont on prend conscience. Voilà. La prise de conscience est indispensable. Vous avez des cas de personnes que vous avez accompagnées qui sont peut-être venues particulièrement mal et dont vous avez vu le cheminement à travers les séances de rigologie et qui se sont détendues et qui vont mieux maintenant? Oui. Des personnes qui ont gagné en confiance, en prise de recul face aux difficultés de la vie, qui globalement arrivent à mettre un peu plus de sourire et de rire dans leur vie. Et qui sont plus à l'aise pour parler en public. Ça, c'est le retour que j'ai des personnes aussi. Les personnes que j'ai sur plusieurs années me font souvent ce retour, où elles se sentent beaucoup plus légères en pratiquant la rigologie. Légère mais profonde. Alors justement, ça c'est un point, je trouve, essentiel de la rigologie. C'est que ça va au-delà de quelque chose d'hyper léger qu'est le rire, qui déjà en soi est un moment formidable, mais pratiquer comme ça à travers, dans le temps, sur plusieurs séances de rigologie, j'ai l'impression que là, on commence à toucher à l'essentiel des personnes. Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est-à-dire que le rire, on l'utilise comme un outil. C'est un outil qui va physiquement nous aider d'abord. On est toujours dans ce lien corps-esprit, l'esprit au sens du mental et des pensées. C'est-à-dire que, à force de détendre le corps, justement, on a de moins en moins de tension corporelle. Si on a moins de tension corporelle, c'est un petit peu comme si ça communiquait à notre cerveau, à notre mental, à nos pensées. Donc, de façon globale, on se sent plus serein, calme. Et sans forcément s'en rendre compte, on travaille en profondeur. Parce qu'on dit bien que notre corps mémorise tout. Les bonheurs, surtout les malheurs. Mais parce que c'est pas que du rire. On a aussi beaucoup d'exercices de libération émotionnelle qui permettent ce petit nettoyage émotionnel. Et justement, à quoi ressemble une séance de rigologie? Au début de la séance, on a toute une série d'exercices qu'on nomme d'hygiène émotionnelle, qui sont également beaucoup inspirés de sophrologie ludique, beaucoup de mouvements, toujours très respectueux et bienveillants de la personne, liés à des exercices de respiration. On pourrait presque dire peut-être le premier tiers de la séance. Et puis ensuite, tranquillement, moi j'amène quelques rires imités. Alors je propose un rire
Je sais pas, moi j'ai par exemple une séance, quand l'automne arrive, j'ai le rire de la chute des feuilles. Alors là, ça parle pas du tout. Il faut le vivre. Il faut le vivre vraiment, il faut être dans la séance, voilà, pour le comprendre et pour le sentir et le vivre. Et puis, voilà, donc j'ai ces rires imités. Après ces quelques rires imités, on a un temps très fort qui s'appelle la méditation du rire. Où là, plutôt en position allongée sur des tapis, on ferme les yeux et on laisse venir le rire qui veut bien venir. Donc c'est notre rire à nous, notre rire profond, naturel. Il sort ou il ne sort pas. Quand je sens que le rire naturel des personnes n'arrive pas, pour qu'il arrive plus facilement, je propose une petite imitation, les yeux fermés. Moi, je vais commencer par des oh oh oh, ça dépend comment je suis, ça dépend ce que je sens. Et on termine par des i i i. Le rire des uns entraîne le rire des autres, là le rire est complètement contagieux. Et ensuite, je vois bien que les personnes, les unes après les autres, vont exploser de rire. Ce temps de méditation du rire, je ne le fais durer que 10 minutes. Parce qu'on dit qu'au-delà de 10 minutes, on serait plus dans une hystérie que dans une libération émotionnelle. Alors, pardon, je me permets une parenthèse, mais pour avoir eu la chance de vivre une séance de rigologie avec vous, ce moment-là est génial. Et on rit tellement de bon cœur sans savoir pourquoi. Et qu'importe, en fait, on se pose pas cette question-là parce que je trouve qu'on est... Moi, tel que je l'ai vécu, j'étais juste dans cette sensation du rire. Voilà, et c'est tellement génial que je fais en sorte dans chacune de mes animations que chaque personne puisse vivre au moins quelques minutes cette expérience. Et donc après ce temps de méditation du rire, je ne fais pas ouvrir les yeux aux personnes tout de suite parce qu'on ouvrirait les yeux, on se lève, comme on vient de quitter ce monde entre guillemets des bisounours de rire, on ne serait pas forcément très centré. Donc on a forcément ensuite au moins 10 minutes de relaxation. Et puis après, les personnes peuvent échanger sur leur ressenti ou pas parce que toujours beaucoup de respect avec ces personnes. Parfois la personne n'a pas envie d'échanger. Elle est bien avec ce qu'elle a ressenti. Voilà une séance de rigologie. Waouh. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir combien vous vous adaptez au tempo de chacun et chacune pour être à la fois les emmener vers ce rire, mais de manière très bienveillante et très douce en fait. C'est pas un rire forcé. On n'arrive pas à la séance debout là sur les tapis et on rigole. Ah non. On y arrive de manière presque naturelle, j'ai envie de dire. Oui. Donc du coup, ça se fait avec beaucoup de fluidité. Oui. Mais du coup, Valérie, est-ce que c'est aussi facile pour les personnes, lorsqu'elles arrivent là pour la première fois, de plonger dans le rire ? Alors, ça n'est pas si facile que ça. Je peux peut-être citer 2 ou 3 exemples. Cette personne est arrivée, j'ai bien vu sa posture un peu sur la réserve. Je n'ai rien dit, bien évidemment, pour ne pas la mettre en défaut. Cette personne m'a dit « Ouh là là, j'ai failli annuler ». Et elle me regarde, me dit « Vous savez, je ne lâche pas prise ». Alors moi, j'ai un peu d'expérience par rapport à ça. Je lui dis « Ne vous inquiétez pas ». Et puis, la séance rigologie a duré 1 heure. Au bout de 20 minutes, j'ai bien senti chez cette personne-là des rires étonnants, quoi. Et surtout, ce qui a été magique, c'est que dès le lendemain, j'ai eu un appel de son employeur, de sa direction, qui m'a demandé un devis pour animer un séminaire en rigologie. Elle a partagé son expérience, elle leur a dit « Écoutez, j'ai vécu une expérience étonnante et je pense que ce serait très chouette pour notre équipe. » Entre cette personne qui est arrivée chez moi, qui a failli annuler, et le fait que je vais animer dans son équipe professionnelle, c'est magique. En fait, en 60 minutes seulement, elle a réussi à lâcher un peu, à baisser un peu la garde. Oui. Et finalement, à se laisser embarquer et à être convaincue. Oui. C'est génial. Donc, c'est génial. Ouais. Alors, des exemples, j'en ai beaucoup. Je vais peut-être en citer un dernier seulement. Ouais. Dans un groupe associatif, une personne, au bout de quelques minutes, a quitté la salle. J'ai continué à guider rapidement les personnes. Je leur ai donné un petit exercice à faire en autonomie. Et moi, très rapidement, je suis allée récupérer cette personne. Parce que j'ai bien senti tout de suite son mal-être. Cette personne, rapidement, me dit, je suis en pleine dépression. Je n'arrive pas à me mettre à l'intérieur comme ça, les yeux fermés. C'est trop compliqué. Alors, je lui ai dit, écoutez, soyez rassurés. Venez, on arrête la relaxation. On part tout de suite dans le dynamique. Cette personne a accepté, est venue. Pendant le temps de méditation du rire, c'est quand même la personne qui a ri le plus fort. Et elle m'a dit merci de m'avoir recueilli. Quel bonheur de voir ça. Et c'est génial d'avoir finalement pu, j'allais dire la récupérer, c'est mal dit, mais de l'avoir réintégrée au groupe et qu'elle ait pu finalement s'y épanouir. En tout cas, le temps de cette séance. Et c'était très bien. Alors bien sûr, ça ne remplace pas la médecine. C'est une belle béquille. Bien sûr. On n'empiète pas sur ce terrain. Non. Voilà. D'ailleurs, on n'est pas thérapeute. Quand on n'a pas fait médecine, on n'est pas thérapeute.
D'accord, très bien. Moi, Le sophrologue non plus, n'est Ok. pas thérapeute. D'accord, c'est bon à savoir. Moi, je les appelle tous mes thérapeutes, Oui. mais c'est pas grave. Mais C'est un très bel je le accompagnant. saurai, je le mais saurai. voilà. D'accord. Ok, super. Là, on a parlé de la rigologie et c'est en soi déjà passionnant. Vous avez continué à vous former là récemment, en l'occurrence à la sophrologie. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller au-delà de juste la rigologie, qui est déjà beaucoup? J'avais déjà pratiqué 3 ans la sophrologie en période difficile et je m'étais dit, d'abord je prendrai soin de moi et je pourrais acquérir de nouveaux outils que je pourrais amener dans mes groupes. Et puis, je voyais bien que tout le monde n'était pas axé rigologie. Et je sentais qu'une personne trop mal avait pas forcément peut-être cette force que moi j'ai eu la chance d'avoir quand j'ai découvert le yoga du rire, la rigologie. Donc je me suis dit peut-être que la sophrologie serait un bel outil, beaucoup plus doux, pour des personnes qui ont besoin de plus de douceur pour aller mieux. Ça me permettait aussi de toujours continuer à proposer des groupes pour les personnes qui le souhaitaient en sophrologie, mais aussi d'accueillir les personnes en individuel. Parce qu'une personne qui va très mal n'a pas forcément envie de se retrouver dans un groupe. Donc je me suis formée effectivement, je suis sophrologue depuis février 2019, après 1 an et demi de formation. Aujourd'hui, voilà, j'ai ces 2 casquettes. Et c'est sûr que le rigologue fait sourire quand je m'annonce comme ceci. Le sophrologue amène énormément de crédit à toute ton activité. Et les deux semblent, la manière dont vous les amenez, c'est très complémentaire. Complètement. Il suffit d'accepter de se laisser aider, que ce soit un métier de rigologue ou sophrologue. Je conduis ce métier pour le bien-être des autres, mais je veille à ne pas rendre les gens dépendants de ces pratiques. Et surtout de moi, par exemple. Voilà. On doit rendre les gens autonomes pour être heureux, pleinement. Aujourd'hui, je propose des animations professionnelles, parfois purement rigologie, parfois purement sophrologie, parfois un joli mix entre les deux, en fonction du besoin, des objectifs, des finalités. J'imagine, je vous pose la question par principe, aujourd'hui la dépression, elle est très loin? Elle est loin. Elle est loin, mais comme je vous disais tout à l'heure, on doit toujours être attentif et attentionné à notre santé et à notre bien-être. Moi, j'ai instauré un rituel de bien-être dans ma vie. Tous les matins, je suis une matinale. Je me lève à 6h du matin. J'aime beaucoup ce temps où je suis seule, sans appel téléphonique, et je me fais mes pratiques de sophrologie. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je continue à me former en sophrologie encore. Je pense qu'on a besoin de se former régulièrement parce que nous, on évolue. En face de nous, les personnes évoluent, la vie évolue, le monde évolue, et c'est important de toujours acquérir de nouvelles pratiques, de nouvelles connaissances. Pour répondre à la problématique de départ que vous avez évoquée à plusieurs reprises, on peut dire que là, aujourd'hui, vous avez complètement trouvé votre place. Ah oui, vraiment. Je le sens quand je suis en accompagnement individuel comme en animation de groupe. C'est étonnant. Parfois, jusqu'à en avoir le côté... parfois, les larmes aux yeux, enfin, pas forcément, mais vous savez, où on sent vraiment qu'on est à la bonne place, quoi. Et d'ailleurs, je pense que ça rayonne, c'est ce qu'on me dit. Absolument, je vous le confirme. Par rapport au rire, quand je donne ma carte de visite, c'est chouette parce qu'on me dit, vous, votre carte de visite, c'est votre sourire. Et la sophrologie, elle, m'a apporté un peu plus de centrage encore. Peut-être on pourrait amener une image. Alors, avec le rire, j'aime beaucoup ce côté, après une séance de rigologie, on a un peu la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Et je crois que la sophrologie m'amène encore plus les pieds sur terre. L'ancrage, voilà. Super. Bon, merci Valérie. On va conclure avec quelques questions rituelles. Alors, vous avez répondu là déjà à l'une de ces questions sur avez-vous un rituel bien-être quotidien? Donc, vous vous levez tôt et vous vous consacrez un moment pour vous, notamment avec la sophrologie. Ce que j'aimerais également savoir, c'est si vous vous sentez connecté à votre petite voix. Ah oui. Et je sens bien que par période peut-être un peu plus précipitée, j'écoute moins ma petite voix. J'aurais tendance parfois à foncer un petit peu tête baissée, et là, attention. Il faut toujours avoir cette conscience de « Ah oui, là, j'ai réagi comme ça, non, là, je me suis peut-être un peu emballée sur la chose. » Je pense que moins on prend soin de nous, moins on l'écoute, cette petite voix. Et puis, cette petite voix, elle porte bien son nom. Quand il y a beaucoup de bruit autour de nous, est-ce que c'est facile de l'entendre ? En fait, il faut lui faire de la place pour pouvoir l'entendre. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez un livre à nous conseiller, Valérie ? Moi, j'ai un livre que j'ai trouvé très très chouette et qui a été écrit par Corinne Cosseron, qui est Remettre du rire dans sa vie.
la rigologie mode d'emploi. Depuis, elle en a écrit d'autres, mais celui-ci, j'ai trouvé très chouette parce qu'il a aussi un côté pratique, il explique beaucoup de choses et c'est bien. Ma dernière question, Valérie, qui est peut-être finalement la plus importante. Est-ce que vous êtes heureuse? Ah oui, très très heureuse. Heureuse d'en être arrivée là aujourd'hui. Heureuse d'être heureuse, oui, dans ma vie personnelle, avec ma famille, mes enfants, mon conjoint, mes amis. Et être heureuse d'exercer vraiment ces deux métiers, de rigologue et sophrologue aujourd'hui, ou qui l'eût cru quoi. Enfin, je veux dire, moi qui étais au fond du lit certaines périodes de ma vie, qui ne croyais plus du tout en moi, ça me ramène même l'émotion, enfin c'est tellement chouette. Voilà, je suis vraiment, vraiment heureuse en fait de pouvoir faire découvrir ces techniques-là aux personnes qui en ont besoin. Et j'aimerais peut-être conclure en fait sur une phrase qui m'avait beaucoup marquée, une citation qui m'avait beaucoup marquée. Si on revient au métier de rigologue, nous on dit souvent rire pour être heureux, ne pas attendre d'être heureux pour rire, au risque d'attendre trop longtemps. C'est très joli. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup Valérie pour ce partage tout en sourire. Voilà, c'était un très agréable moment et merci d'avoir partagé avec autant de cœur votre parcours qui, j'espère, pourra aussi donner à certains qui passeraient par une étape un peu plus compliquée de l'espoir, parce que de l'espoir, il y en a toujours. Oui, c'est vrai, tant que la vie est là, l'espoir est là. Merci beaucoup Valérie. Merci Herveline. Hop hop hop, ne partez pas si vite, nous vous avons réservé une petite surprise avec Valérie. Une surprise enregistrée lors d'une séance de rigologie à laquelle j'ai eu la chance d'assister. Voilà un petit échantillon de nos rires qui, je l'espère, seront communicatifs.
La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.